vous vous appelez en réalité Cheikh Habiboulaye Dieye, c'est votre vrai nom. Alors pourquoi Cheikh Bamba Dieye? Vous savez, mon père, comme tous les Sénégalais le connaissent, est un spécialiste de la Mouridia. Et je voudrais bien avant même profiter de l'occasion pour vous remercier et remercier l'ensemble des auditeurs de la RFM. Cheikh Abdoulaye Dieye, tout le monde le connaît, est un cheikh dans la silsila de Cheikh al-Qadim. Et le vrai nom à l'état civil, si on peut appeler ainsi, de Cheikh Ahmadou Bamba et Cheikh Mohammed ibn Habiballah. Si vous êtes un exégète dans le mouridisme, vous verrez dans beaucoup de ces chassidas, quand il commence en introduction, il dit Qala Cheikh Mohammed ibn Habiballah. Et spécialiste pour spécialiste, Cheikh Abdoulaye Dieye a pensé me donner le véritable nom de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est Cheikh Mamadou Habiboulaye Dieye. On a compris alors définitivement. Vous êtes né il y a bientôt 54 ans à Saint-Louis, la ville dont vous avez été le maire de 2009 à 2014. Saint-Louis, donc la ville d'Ahmed Bachir Kounta, une grande voix des médias qui nous a quittés cette semaine. C'est notre instant hommage, surtout que vous avez été ministre de la Communication. Vous l'avez sans doute connu, rencontré. Oui, je l'ai beaucoup connu et beaucoup fréquenté. C'est pas seulement une voix, c'est un écho très profond. D'abord pour l'islam, parce qu'il est issu d'une des plus grandes familles religieuses. Et ensuite, c'était un intellectuel de très haute facture. Quelqu'un qui était à cheval sur une culture occidentale affirmée et un ancrage très profond dans la culture islamique. Et il vivait cela, c'est cette ambivalence qui en faisait. C'est la culture Saint-Louis, la culture Kounta qui a fait de ça. Absolument. Qui a fait de lui ce qu'il est devenu, qu'on l'a tous remarqué. Mais absolument. Et je voudrais cultivé, on est d'accord avec vous. Vraiment profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances bien au-delà de sa famille à toute la communauté nationale, parce que nous avons perdu un très grand intellectuel et un très grand acteur pour la cohésion nationale et un homme de l'islam qui était vraiment quelqu'un que j'appréciais énormément et qui me le rendait beaucoup. Bachir Kounta, longtemps porte-parole de la famille religieuse, comme vous dites, la famille religieuse des Khadres de Ndiassane, où il repose depuis vendredi. On ne quitte pas Saint-Louis, Cheikh Bamba Dieye, où l'hécatombe se poursuit dans le monde des pêcheurs. Plus d'une dizaine de morts enregistrées ces derniers jours, accidents haute mer, chavirement de pirogue, mauvaise météo. Mais oui, absolument. Vous savez, c'est un véritable drame humain. Et je voudrais vous remercier de m'avoir donné la possibilité de revenir pour au moins rafraîchir la mémoire des Sénégalais. Vous savez, depuis 2003, l'ouverture de la brèche pour accéder dans une séquence temporelle quelque chose de crédible, il se passe presque chaque année entre 20, voire parfois même 50 morts liés aux activités de la pêche. Et de ce point de vue-là, depuis 2003, nous avons enregistré plus de 360 décès. C'est un des métiers les plus durs et les plus difficiles. Quand on parle de travail décent, voici un secteur qui mériterait l'attention de la République et l'attention des pouvoirs publics. De ce point de vue-là, c'est un métier qui prend les enfants à l'âge de 12-15 ans et qui épuise la personne bien avant les 35 ans. Ce qui veut dire que pour le reste de sa vie, si rien n'est fait, si le système économique n'est pas organisé, si tout n'est pas fait pour permettre aux pêcheurs dans ce laps de temps de travail extrêmement pénible, qu'il puisse se prendre en charge ses obligations de famille et assurer sa retraite, voici les raisons d'une précarité totale. Gendar, votre quartier d'ailleurs, Gendar, le quartier le plus touché par ces drames qui ne s'arrêtent pas. Mais oui, absolument. Et c'est pas seulement les périls en mer et les morts. Vous savez, Saint-Louis fait face à ce qu'on appelle le changement climatique de manière générique et l'érosion côtière de manière très pratique. Et de ce point de vue-là, il y a une menace terrible quand j'étais maire de Saint-Louis. Vous êtes ambassadeur des Nations Unies sur le sujet d'ailleurs. Mais absolument, ouais. J'ai déjà piloté pour le compte de ce système des Nations Unies sur beaucoup de continents des problématiques liées au changement climatique. Et c'est la raison pour laquelle quand j'étais maire, j'avais organisé pour anticiper un forum international sur les changements climatiques et avec ONU Habitat, nous avons commencé à construire au moins 68 maisons pour prendre en charge ce problème-là. Ceci est un problème qui montre le déficit que nous avons sur l'échelonnement des priorités. Vous savez, la langue de Barbarie, c'est plus de 100 000 personnes qui y vivent. Et quand j'étais maire,
En 2009, la première année, on a perdu presque 10 maisons. Aujourd'hui, c'est des centaines de maisons qui sont perdues et nous avons commencé à enregistrer des pertes en vies humaines. Rien que sur l'avancée de la Des maisons, des écoles touchées. Mais absolument. Et c'est l'ensemble de l'économie, de l'activité humaine qui est paralysée. Je crois qu'on ne peut pas trouver, dans l'échelle des priorités, quelque chose qui est plus urgent. Le gouvernement a pourtant pris un certain nombre de mesures. Mais non, le gouvernement vous semble insuffisant. n'a strictement rien fait. Ce qu'il a fait a été catastrophique. Avec l'appui de la France, la visite d'Emmanuel Macron à Saint-Louis, ce n'est pas sérieux. La digue de protection qui était en train d'être construite. Ils n'ont strictement rien fait. Et ce qui se passe, je l'avais dit au départ, lorsque vous prenez des gabions en bordure de mer, cela prouve simplement que non seulement c'est la place à de l'amateurisme, mais ensuite un manque d'empathie et surtout de sérieux de prendre en charge les vrais problèmes de nos populations. Ce qui s'est passé, ils ont pris 3 milliards qu'ils ont jetés par la fenêtre. Ils ont donné à une entreprise qui a fait des choses qui ne tenaient pas avant même que ces travaux ne finissent. Et ils ont montré leurs limites. Ce qu'il nous faut, et ce n'est pas une inconnue, pour prendre en charge des établissements humains le long des lignes d'évolution de la région côtière, les techniques sont éprouvées. Le monde connaît ce qu'il faut faire et de ce point de vue-là, il nous faut non seulement créer une digue de protection au niveau de la langue de Barbarie, une zone tampon avec une déroute et ensuite délocaliser toutes les populations qui vont être impactées. C'est l'eau globale. Il est possible de le faire puisque ça ne coûtera pas de manière approximative et les études vont le prouver, pas plus de 100 milliards de mon point de vue. Nous avons un budget national qui aujourd'hui est conséquent. Et à l'échelle des 7 années de magistère de Macky Sall, c'est 22 000 milliards de nos francs qui ont été consommés. Qu'est-ce que représente 22 000 milliards par rapport à 100 milliards de besoins? C'est toute la question et c'est à ce niveau-là que nous avons un problème par rapport à la gouvernance et c'est à ce niveau-là que nous avons un problème par rapport aux actes. Un déménagement de ces quartiers-là c'est impensable pour vous aux autres Guet-Ndariens, aux autres quartiers en bordure de quartiers côtiers de Saint-Louis. Vous savez, quand vous prenez le cas de Dubaï par exemple, des pays sont capables de gagner des espaces sur la mer. Donc la question même d'enlever tout le monde pour délocaliser, libérer la langue de Barbarie, etc., pour moi cela relève d'une certaine forme de défaitisme, puisque nous sommes dans des postures et dans des situations que techniquement nous pouvons prendre en charge. Pour une solution durable, structurelle. La solution durable et structurelle, elle est de libérer une zone tampon entre la plage et les premières maisons, sur laquelle on construira une digue et une route, et au-delà, on mettra les équipements qu'il faut, des tétrapodes, pour non seulement briser la houle, mais ensuite protéger la langue de Barbarie. Ces techniques-là sont connues de tout le monde. Ce qu'il nous faut, c'est une volonté politique réelle. Et c'est monstrueux. Lorsque vous avez des problèmes de menaces sur plus de 100 000 personnes, que vous vouliez nous replancher sur la France ou la Banque mondiale. J'ai été maire de Saint-Louis. Nous avons des projets qui sont en cours dans la ville de Saint-Louis. Des projets qui ont commencé avec Ousmane Masseck Ndiaye, qui se sont poursuivis avec moi et qui continuent avec l'actuel maire Mansour Faye. Et ces projets n'ont pas encore commencé à épuiser 10% de leur potentiel. Cela voudrait dire que lorsque le gouvernement du Sénégal fait face à de vraies priorités qui touchent la vie des Sénégalais, il préfère laisser tomber, nous reposer dans un futur hypothétique. Alors que pour les jouets du président de la République, parmi un de ces jouets, c'est le terre, qui ne nous sert strictement à rien, il a été capable non seulement d'aller à plus de 1400 milliards, mais ensuite, pour que son jouet beaucoup d'habitants de la périphérie de Dakar, de la banlieue, ne seront pas d'accord avec vous quand vous dites que le terre est un jouet et que ça ne sert à rien. C'est un jouet, je vais revenir là-dessus. Je dis simplement que pour que son jouet lui soit livré avant le début des élections, il a été capable de rallonger près de 200 milliards. Et c'est ça le problème. C'est monstrueux. Maintenant, revenons techniquement sur les qualificatifs liés aux terres. Ils disent qu'ils vont transporter 110 000 voyageurs jour. L'aéroport de Diass n'a pas une capacité supérieure à 15 000, 20 000 voyageurs jour. Donc, il va leur rester 90 000 personnes. C'est pas que pour les voyageurs, c'est pour les habitants de... Mais non, attends. Aujourd'hui, regardons les conditions. Vous croyez que les populations de Diass, de Diamniadio, de Rufisque, de Pikine, de Guédiawaye ou d'ailleurs
vont sentir le besoin, à côté du Ndiaga Ndiaye, d'aller prendre un tel qui va leur coûter 3 fois ou 4 fois plus cher? Où est-ce qu'on va trouver ce transfert de transport? Ils vont gagner plus de temps, en tout cas, les usagers. Vous avez vu le tracé du TER. Il est excentré par rapport aux zones d'habitation. C'est l'ingénieur des travaux publics que vous êtes qui parle. Et ensuite, comment est-ce que vous pouvez concevoir que citoyens puissent aller prendre un car rapide ou un bus pour aller rejoindre le TER et ensuite prendre le TER pour aller à sa destination, alors que... Il faut peut-être un système de liaison pour... Rien que le transport pour rejoindre le TER suffirait pour l'amener à Dakar. Donc, voici les problèmes concrets que nous avons sur cet investissement. Il n'est pas prioritaire. Il n'est pas porteur de transfert de technologie. Il est excessivement cher. Et de ce point de vue-là, pardonnez-moi et que les populations me pardonnent, mais la réalité, c'est qu'en réalité, nous avons en face de nous... Aux alentours de 800 milliards entre Dakar et Diamniadio, 36 km. On jouait entre les mains d'un homme d'État qui, par rapport à nos priorités, et une des priorités est liée à la problématique du changement climatique, pas seulement sur Gendar, mais le long des 700 km de côte que nous avons, ces questions-là ne sont pas traitées. Ils préfèrent nous replonger vers la France et la Banque mondiale. Sur la petite côte, ils ont déjà lancé un programme justement pour protéger les hôtels et autres contre l'érosion marine. Ça existe quand même. Ce qui s'est fait sur la petite côte, et de manière conséquente, c'est la protection que le président Abdoulaye Wade avait fait au niveau du palais présidentiel qui se trouve sur la petite côte. Vous savez, de manière générique, on vous dit qu'il faut 1 million de francs par mètre linéaire de protection. Vous vous rendez compte que ce qui est fait est très insuffisant encore. Et de ce point de vue-là, nous sommes en face de ce qui va caractériser les établissements humains, la sécurité des citoyens. C'est une problématique mondiale qui s'impose à tout le monde. Et je vous rappelle que dans les États insulaires, aux îles Maldives ou ailleurs dans les îles du Pacifique, des établissements humains ont été complètement effacés. Et ici au Sénégal même, nous le connaissons avec des îles qui ont disparu. Et c'est cela la vraie problématique à ce niveau-là. Pour le cas de Gendar, c'est cela. Nous avons un problème. Le gouvernement du Sénégal refuse de le prendre en charge. Ils sont spécialistes en eurobond. Ils sont spécialistes dans les critères qui les intéressent pour capter et siphonner de l'argent public. Ils sont spécialistes pour aujourd'hui enrichir des entreprises étrangères. 10 mois sur les 7 années, l'entreprise sénégalaise de travaux publics qui a été créée et qui a connu une avancée fulgurante. Les majors que nous avions, ils sont restés en l'état. Et on dit souvent que lorsque le bâtiment marche, tout marche. Mais lorsque le bâtiment marche et qu'il marche pour des entreprises étrangères, vous voyez la CDE, etc., toutes ces entreprises stagnent parce que la dette intérieure, elle est énorme et ils ne servent absolument qu'à des tâcherons pour des entreprises étrangères. On en dit qu'ils sont techniquement limités, nos entreprises de BTP. On leur demande souvent d'ailleurs de se faire un consortium pour pouvoir capter les marchés publics en termes de BTP. Vous savez, c'est pas sérieux. Parce que nous sommes tous formés dans les mêmes écoles. C'est les techniques particulières qui peuvent faire la différence. Et si vous avez une fois pratiqué une chose, vous la reproduisez à l'infini. Et on ne peut pas avoir de capacité interne si ce transfert de technologie et ce transfert de compétences ne se fait pas. Et de ce point de vue-là, que ce soit pour le TER, pour tous les investissements sous l'ère Macky Sall, c'est des entreprises étrangères pour l'essentiel. Et c'est ça la réalité. Donc, quelle est la plus-value? Si la croissance aujourd'hui est au rendez-vous, cette croissance, elle ne se traduit pas en un bien-être pour les populations parce qu'elle est portée par des majeurs étrangers. Et c'est ça le problème et la problématique que nous vivons dans notre pays. Pour fermer ce chapitre, puisqu'on avait commencé par ça, on retourne un peu à la pêche, la disparition de pêcheurs que vous déplorez d'ailleurs. Vous êtes guendarien. Culturellement, il y a aussi des problèmes. Le mode de travail des pêcheurs qui ne change pas, les mêmes pirogues. Ensuite, ça ne porte pas des gilets de sauvetage, on ne regarde pas la météo, on ne veut pas tenir compte des alertes sur la mauvaise météo, parfois en haute mer. C'est le problème de... Vous savez, Babacar, tout cela, c'est des faux fuyants. Parce que il est de la mission de l'État d'éduquer, de former, d'encadrer et de secourir les populations. La citoyenneté ne s'acquiert pas. On l'a construit auprès des individus par l'éducation, par la formation.
La mission de l'État, c'est d'encadrer les secteurs professionnels en les aidant et en les mettant dans la dynamique de l'évolution du monde. Au jour d'aujourd'hui, et dans le secteur que je connais, qui est la pêche, je dois dire que l'aide et l'appui de l'État est ultra périphérique et ne va jamais dans le fond. Et c'est ça la réalité. Regardez la subvention et les levées de dettes qui sont faites au niveau du secteur agricole. On n'est pas dans les mêmes proportions que pour le secteur de la pêche. Et je pense quand on laisse les populations en rade et qu'on les oublie, on intervient chez eux que lorsqu'ils ont un problème avec la Mauritanie, ou on intervient que lorsqu'il y a des gens qui meurent. Ce n'est pas de la politique économique, ce n'est pas aussi du développement. Malheureusement, c'est ça le tribut de nos populations. Cheikh Bamba Dièye, l'invité du grand jury de RFM cette semaine, député et leader du parti politique FSD/BJ, Front pour le socialisme et la démocratie, Benno Djoubel. Candidat à la présidentielle de 2012, vous êtes arrivé 6e sur 14 candidats au premier tour. Vous ne vous présentez pas en 2019. Pourquoi? Vous savez, parce que je suis un acteur politique et je me vois très lucide et très objectif. Vous savez, nous avons, avec beaucoup de concitoyens, contribué à faire de la démocratie sénégalaise ce qu'elle est aujourd'hui. Et pour l'histoire de 2012, beaucoup de Sénégalais se souviendront des attitudes et des comportements des acteurs de la vie politique dont je fais partie, et pour faire en sorte que le Sénégal reste une démocratie. Nous avons été acteurs de premier plan, nous avons suivi le processus. Nous sommes arrivés à une situation où l'essentiel des acquis que nous avons voulu préserver en 2012 sont en train de nous échapper. Et nous sommes entrés de fait dans un état de non-droit où les artifices de la République, les éléments que nous avions ensemble accepté de promouvoir, nous les avons laissés tomber au point qu'aujourd'hui, la compétition essentielle qui stabilise un pays et qui assure la sécurité des citoyens, l'élection est devenue très problématique pour notre pays. Je pense que dans de telles circonstances, la lecture objective que nous, au niveau du FSD/BJ, nous avons fait, c'est-à-dire qu'il nous faut nécessairement faire en sorte que les acquis que nous avions eus et que nous avons perdus aujourd'hui, la vitrine démocratique sénégalaise qui s'est fissurée, il était extrêmement important, compte tenu de ce qui a été inséré dans le dispositif depuis cette année, qu'il nous faut nécessairement des blocs forts pour pouvoir réaliser notre objectif. Et j'ai tellement raison que la conséquence de l'ensemble des artifices que Macky Sall a mis dans notre dispositif électoral a exclu quasiment l'essentiel des acteurs politiques de notre pays. Ça a dû faire partie de votre prévision, l'obstacle parrainage. Vous vous êtes dit peut-être si on y va, on n'y parviendra pas. Non, c'est pas cela. Je crois qu'il faut regarder bien au-delà de ma personne et regarder bien au-delà de mon parti politique. Je crois que quand on est engagé en politique, on l'est pour le développement de son pays. On l'est pour l'approfondissement de la démocratie et le développement pour tous les citoyens. Lorsqu'on est acteur politique et qu'on constate que la reddition des comptes et que la gestion sobre et vertueuse, ou que le parti avant ou après la patrie, etc., que toutes ces déclarations sont sans effet, on voit aujourd'hui le glissement qui est fait au niveau du processus électoral et on se rend compte bien que nous sommes en face d'un individu qui ne veut pas avoir une compétition électorale libre, transparente et régulière, mais qui certainement utilise les éléments qui lui ont permis d'accéder au pouvoir pour changer la donne et interférer sur le dispositif. Depuis que nous avons eu son renoncement à ce qu'il s'est engagé à faire 5 ans au lieu de cette année, nous avons eu un fichier électoral avec un coût astronomique, un ensemble d'actes jusqu'à l'acharnement, la terreur sur les partis politiques et sur les leaders politiques, le parrainage, etc., etc., etc. Si vous êtes un acteur politique, si vous êtes froid et lucide, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, par rapport à ces périls, il vous faut des attitudes et des comportements qui sont à la hauteur de l'adversité. Parce que si je suis convaincu que Macky Sall ne veut qu'une seule chose, c'est rester président de la République, et que je pense que sa permanence ou sa présence au sommet de l'État est un danger pour le Sénégal, je pense que je devrais tout faire moi aussi pour qu'il ne soit pas président de la République. Lucidité pour lucidité, vous auriez obtenu le minimum de parrainage requis pour un dossier de candidature à la présidentielle? Mais bien évidemment, sans faire offense aux autres candidats.
Vous avez dit vous-même que j'ai été 6e à la dernière élection dans des conditions extrêmes où nous n'avions pas fait candidature, où nous n'avions pas fait campagne du MES. Oui. Et de ce point de vue-là, je pense que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est constater. Et même l'évolution du parrainage et de tout va certainement nous amener à des regroupements de force. Peut-être que j'ai été un peu plus froid, un peu plus lucide et que j'ai anticipé sur une inéluctabilité. Vous soutenez qui alors pour cette élection? Je soutiens Khalifa Ababakar Sall. Ça ne change pas, vous étiez en alliance aux législatives de 2017. La présidentielle, c'est le 24 février en tout cas, le 24 février prochain. Ce soir, le Conseil constitutionnel va rendre publique la liste définitive des candidats. Dans la liste provisoire, il n'y a pas Karim Wade, il n'y a pas Khalifa Sall, votre candidat. Ils avaient tous les deux réussi l'étape des parrainages. Ils ont déposé des recours après cette élimination provisoire. Vous pensez qu'ils y seront, Karim Wade et Khalifa Sall? Ils devront y être si on veut consolider la démocratie sénégalaise, si on conçoit que nous sommes en élection non pas pour de la violence inutile, mais si nous sommes dans une volonté de construction nationale. La question que chaque citoyen aujourd'hui devra se poser, c'est que est-ce que le Sénégal n'est plus une république, une démocratie, au point qu'un acteur, fût-il le président de la République, puisse avoir les moyens d'éliminer techniquement l'essentiel de ses adversaires. Au jour d'aujourd'hui, tous les Sénégalais sont conséquents pour reconnaître qu'en éliminant ou en essayant d'éliminer Khalifa Ababakar Sall et Karim Wade, il essaie de neutraliser plus de 35% des intentions de vote. Des postures neutres et des opinions neutres sur ces deux cas soulèvent quand même des problèmes de droit dans ces dossiers de candidature. Non, il n'y a pas de problème de droit. Il faut qu'on fasse un récapitulatif pour chacun et chacune. Après les élections locales de 2014, nous avons vu de l'acharnement, une volonté évidente d'un président de la République de ne pas vouloir certains devenir candidats à l'élection présidentielle. Voici un acteur politique, Khalifa Ababakar Sall, qui a subi l'acharnement de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Si aujourd'hui, vous dites que les Sénégalais, que tout le monde, du moins dans le monde, tout le monde est mortel, est-ce une raison, Babacar, pour que vous me délivrez à l'instant aujourd'hui mon certificat de décès et que vous procédez à mon inhumation? Ça tombe dans le non-sens. Parce que ce qui se fait, et se fait contre Khalifa Ababakar Sall, ce n'est ni plus ni moins que de déclarer un individu bien vivant mort parce que c'est étant mortel et de procéder à son inhumation. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous avons été acteurs, nous avons subi l'exécutif qui s'est initié au niveau d'une collectivité locale pour ensuite chercher les moyens, et l'ensemble des juridictions internationales nous ont au moins clarifié là-dessus, et un nombre important de Sénégalais se sont opposés à cet état de fait. Nous-mêmes, nous avons à l'Assemblée nationale dénoncé des entorses par rapport à la Constitution sur l'immunité parlementaire, et vous avez vu, vous les acteurs de la vie nationale, comment le gouvernement du Sénégal, l'exécutif, le président Macky Sall, ses ministres de la Justice ont procédé avec Khalifa Ababakar Sall. Rien n'a été transparent, rien n'a été régulier, ce n'est ni plus ni moins que de l'acharnement. En réalité, posons-nous la question, est-ce que si un président de la République a pour vocation de créer les conditions de l'émergence, de faire en sorte que ce pays en soit en sécurité, est-ce que ce président de la République puisse aujourd'hui avoir l'attitude et le comportement de Macky Sall qui consiste à cibler des acteurs politiques, à les menacer et à mettre une terreur absolue sur l'espace politique sénégalais pour en définitive exclure de manière directe en utilisant les artifices de l'État. Et je reprends très bien, et je suis totalement d'accord avec le professeur Kader Boye. Alors les adversaires de Macky Sall n'ont-ils pas cédé justement à cette terreur dont vous parlez? Les jeunes de l'opposition même le soulignent, ils disent que la lutte face à Macky Sall n'est pas très efficace. Écoutez, en réalité... Vous-même, cher Bambodje, on vous a vu la veille de la dernière présidentielle beaucoup plus présent sur le terrain que maintenant, là. Non, mais attendez, la question n'est pas aujourd'hui quelle est ma réaction ou la réaction d'un X ou d'un Y. Nous sommes ensemble dans une communauté nationale.
Est-il acceptable, Babacar, même si je dormais, qu'un citoyen, quel qu'il soit, puisse être violenté, ses droits méprisés et écrasé, humilié, juste parce qu'on le craint? C'est ça la question de fond. Et je crois que les Sénégalais aujourd'hui devraient éviter le piège du tout politique et des affaires politiques. Il s'agit de la nation, de la liberté que la Constitution garantit à chaque individu, de la possibilité pour tout citoyen incriminé de pouvoir se défendre. Tel n'a pas été le cas. Et au jour d'aujourd'hui, chaque citoyen est interpellé. Parce que ce qui a éliminé Khalifa Ababacar Sall et 20 autres candidats ne laissera personne en rade. Parce que ici, si nous acceptons qu'il y a une logique pour passer au premier tour, cette logique-là suivra son terme. Et au finish, tous ceux qui resteront malheureusement sous certains rapports pourraient être utilisés comme alibi, comme faire valoir. Et c'est ça le risque majeur. La question n'est plus de savoir si X ou Y se mobilise, c'est tous ensemble que nous devrons lutter. Parce que nous devrons garantir à Khalifa politique et citoyen tout court. Absolument, absolument, puisqu'il s'agit de la nation. Parce que quand quelqu'un est capable, au sommet de l'État, de dire des contre-vérités, de menacer les citoyens, d'attenter à leur liberté, celui-là, il est discrédité pour parler de développement. Parce que la sincérité, l'honnêteté et le refus du mensonge est la clé de voûte du développement. Et c'est pas pour rien qu'aux États-Unis, si vous mentez, ils vous destituent. Et Serigne Touba dit, ici dans ce pays, que Bayi Fen Mogan Jang Al-Quran. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est extrêmement important que les Sénégalais mesurent le danger qui est au-dessus de la tête. Et pour revenir sur la déclaration du professeur Kader Boye, il disait simplement, il ne faudrait pas que l'on confonde l'état de droit avec le droit de l'État ou le droit d'un individu. Le droit de Macky Sall, les pouvoirs du président de la République sont assujettis au respect de la loi. Et malheureusement aujourd'hui, la loi n'existe plus. Sinon, elle est là juste pour encadrer les désirs du président de la République. Et c'est le danger qui nous guette. Et bien au-delà de ce que moi je ferais ou ce que notre faisait, et résister, refuser, se battre est devenu une obligation, pas seulement pour Cheikh Bamba Dièye, mais pour tous les citoyens de ce pays. Vous ne vous battez pas assez alors? C'est votre constat? C'est votre constat? Vous pouvez nous le dire? Je suis désolé. Parce que se battre assez, c'est quoi? C'est poser des bombes? Non, mais pas du tout. Se battre assez, c'est quoi? C'est non seulement marquer sa déprobation, son refus. Mettre la pression sur le pouvoir, si vous... mettre la pression dessus. Et en réalité, aujourd'hui, vous croyez que ce que les Sénégalais font, ce n'est pas encore suffisant? Est-ce que vous mesurez la terreur à côté qui est mise devant les Sénégalais? Et ce jeu-là, Babacar, ça va profiter à qui? Si moi, j'élève le niveau de ma résistance vis-à-vis du pouvoir oppressif qui est devant nous, demain, si nous entrons dans les ténèbres de la violence, parce que c'est ça qui va arriver, et parce que personne n'a fait quelque chose aujourd'hui pour refuser au Sénégal d'entrer dans ce cycle de violence, nous allons y entrer. Peut-être que nous retardons ce que vous appelez de la mollesse, peut-être que c'est une volonté de conservation des équilibres qui font la stabilité de notre pays. Mais absolument, par rapport à cette situation-là, nous sommes bien obligés d'aller dans cette direction. Il y a des jeunes de l'opposition qui sont arrêtés à Guédiawaye, soupçonnés d'avoir voulu saboter la visite de Macky Sall en banlieue de Dakar cette fin de semaine. Arrestation presque dans l'anonymat, une question que même l'opposition ne prend pas en charge en son sommet. Mais si nous le prenons en charge, parce que moi personnellement j'ai été présent partout, et de ce point de vue-là, ce n'est qu'un début. Parce que devant l'inacceptable, le citoyen, par rapport à la Constitution, est dans les obligations de se défendre. Et il ne faudrait pas que quelqu'un ici vienne pour dire aux Sénégalais pas de la violence. Parce que le promoteur de la violence dans notre pays, c'est Macky Sall et personne d'autre. Et ce qu'il cherche, il va l'avoir. Il va l'avoir dans des proportions qui seront désastreuses pour notre pays et pas acceptables pour l'image de notre démocratie. Parce qu'en réalité, si la règle était respectée, si la transparence était de mise, si la compétition était régulière, on n'aurait pas besoin de manifester à tout bout de champ. On n'aurait pas besoin de nous opposer à la police ou de nous opposer à qui que ce soit. Mais aujourd'hui, concrètement, et les jeunes ont bien raison, et les acteurs politiques vont tirer les leçons de tout cela. Parce que, vous vous imaginez,
Moi, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Je sais ce que cela coûte de se préparer pour être candidat. Vous vous imaginez un citoyen qui a fait l'effort d'être présent, qui s'est mobilisé, qui a mobilisé ses militants, et en dernier ressort et de manière totalement illégale et irrégulière, on vous expulse via le Conseil constitutionnel ou tout autre artifice. Je dis que c'est inacceptable. Et la violence devra être de mise dans ce pays. Parce que nous l'avons construit. Et que Macky Sall a créé les conditions de la violence dans ce pays. Il n'y a plus de retour en arrière. Vous vouliez parler de vigilance, que la vigilance doit être de mise. Moi, je parle pas de vigilance, je parle de violence. Parce que cela va exister. Et les gens vont être obligés. C'est une obligation de résister. Et je suis le premier à lancer et je l'assume totalement. Je l'assume totalement parce qu'il est hors de question. Vous vous radicalisez? Non, je ne me radicalise pas. Je réagis en fonction de la donne. Parce que nous aimons tous ce pays, Babacar. Au nom de quoi un seul homme devra être à l'aise dans ce pays? Au nom de quoi ses partisans seront les seuls citoyens de ce pays? Pourquoi dans notre propre pays, nous devrons être acculés à quémander nos droits? Pourquoi dans notre pays, un responsable de la dimension de Khalifa Sall est envoyé gratuitement en prison? Pourquoi dans notre pays, il subit l'acharnement des trois pouvoirs de ce pays? Pourquoi dans notre pays, des espaces de la presse sont les complices de ce phénomène-là? Pourquoi dans notre pays, il n'y a plus de droit, il n'y a plus de respect de l'individu? Et si les gens protestent, on dit qu'ils n'ont pas le droit. Mais oui, ils ont le droit de protester. Mais oui, ils ont le droit de reposer de la violence à la violence qui leur est exercée chaque jour. C'est cela la réalité. Et personne ne pourra demain se dédouaner. Parce que quand ça s'est passé, nous étions tous là. Certains se sont enfoncés dans un silence coupable. D'autres ont voulu régler d'autres problèmes. Mais personne n'a voulu toucher du doigt cette réalité-là. Khalifa Sall, vous vous dites sans doute qu'ils lui ont déjà tout pris. Sa liberté, la mairie de Dakar, son poste de député. Et le cas le plus hautement probable, apparemment, c'est qu'il soit empêché de se présenter à la présidentielle. Il a tout perdu ou on lui a tout pris? On lui a tout pris. Et au vu et au su de tous les Sénégalais. Leaders religieux, chefs coutumiers, acteurs politiques, citoyens de la société civile, simples citoyens, tout le monde est là, présent, pour un acharnement gratuit. Et en réalité, il y a une confusion qui est entretenue. C'est-à-dire que quand on a expulsé Khalifa Sall de la mairie de Dakar ou de l'Assemblée nationale, c'est l'exécutif qui parle. C'est l'exécutif qui parle et quelque part, on a l'impression que ce sont des décisions de justice qui sont données. Et même au niveau de la justice aujourd'hui, la décision du Conseil constitutionnel, moi en tant que député, j'ai interpellé le Conseil constitutionnel sur des violations de la Constitution concernant l'immunité parlementaire de Khalifa Ababacar Sall. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Et bizarrement, aujourd'hui, sur des cas qui ne le regardent pas, la radiation ou l'inscription sur la liste électorale d'un citoyen sénégalais, il se déclare subitement compétent. Nous avons un problème. Il y a des citoyens de ce pays qui ont abdiqué. Qu'est-ce qu'on a fait à ces pré-retraités ou ces retraités? Où est-ce que dans notre histoire commune, on s'est trompé par rapport à eux? Le Sénégal les a formés. Le Sénégal a dépensé de l'argent. Il les a honorés. Il leur a donné des postes et des privilèges. Qu'est-ce que ce pays leur a fait pour qu'ils puissent nous enfoncer dans les ténèbres et proclamer urbi et orbi que ce pays-là sera à feu et à cendre? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il est normal que des gens qui ont atteint la limite d'âge, qui est la moyenne du Conseil constitutionnel, puissent aujourd'hui laisser en héritage un pays à feu et à sang? Parce que ni du point de vue du droit, ni du point de vue de la justice, ni du point de vue de quoi que ce soit, ils n'ont le droit avec eux. Khalifa Sall, si on reste dans l'État, a tous ses droits et doit pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Ce débat alors sur le rabat d'arrêt après le rejet de tous les pouvoirs de Khalifa Sall sur sa condamnation de 5 ans dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Pour les avocats de l'ex-maire de Dakar, rien que le délai d'1 mois pour déposer un rabat d'arrêt, rien que ce délai est suspensif selon eux dans le camp du pouvoir. Le ministre de la Justice en premier, dans le camp du pouvoir, on soutient le contraire. Non, vous savez, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux là-dessus. À ce niveau-là, les choses sont très claires. Et revenir sur ce débat pour moi-même, c'est perdre son temps. Jusqu'au 9 janvier, jusqu'au 9 février du moins,
date à laquelle, en dernier ressort, le camp de Khalifa Ababacar, ses avocats peuvent déposer ce rabat d'arrêt, rien ne peut être fait par rapport à Khalifa Ababacar Sall. C'est la réalité. Et les faits nous donnent raison, la loi nous donne raison, les publications de la Cour suprême nous donnent raison. Il n'y a plus à discuter à ce niveau-là. C'est réglé. Il n'y a pas de souci à se faire. Et je reviens sur la déclaration du professeur Kader Boye qui disait qu'il ne faut pas confondre l'état de droit avec le droit de l'État ou le droit de l'exécutif, le droit du président de la République. Ce que nous sommes en face aujourd'hui, c'est ce que le professeur Sougo appelait de l'anarchie judiciaire. Parce qu'en réalité, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. On ne peut pas s'asseoir sur les lois, les regarder avec un œil à géométrie variable, attester que dans telle situation c'est bon, dans d'autres situations c'est pas bon. Et il faut qu'on arrête. Il y a quelque chose de scandaleux qui se passe dans ce pays. Nous avons mal avec notre justice. Nous avons mal avec nos institutions. Nous avons mal avec des citoyens qui ont abdiqué. Et c'est ça la réalité. Est-ce que cette minorité si bruyante et si malveillante, nous devrons-nous croiser les bras et les laisser embraser ces pays? Parce que vous semblez porter le même regard sur la justice sénégalaise. On se souvient encore de votre sortie controversée sur les magistrats Demba Kandji et Malik Lamotte lors du procès Khalifa Sall. Vous les aviez traités de corrompus il y a quelques mois. Et d'ailleurs, cette affaire-là, on évoquait des suites judiciaires. Il n'en est rien finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais je vous le demande. Moi, ce que j'ai dit, je l'ai dit et je l'assume à ce niveau-là. Parce que il faut qu'on analyse les faits. Vous savez, moi, je suis très respectueux et des institutions et des hommes. À la limite, je ne les connais même pas. Je pouvais les rencontrer dans la rue, je ne pourrais pas les reconnaître. Je m'inquiète pour la justice sénégalaise. Je m'inquiète pour le sort du citoyen ordinaire. Ce que j'ai fait sur cette situation-là, je l'ai fait pour Macky Sall quand il a été victime à l'Assemblée nationale. Moi, je porte le Sénégal dans mon cœur et je me bats pour la justice, je me bats pour la sécurité du citoyen. Je trouve inacceptable, même monstrueux, qu'un puissant puisse s'accrocher sur son pouvoir pour molester nos lois et précariser la situation d'un citoyen, quel qu'il soit. Et j'estime aujourd'hui que le fondement même du fait qu'il nous faut réviser ou regarder la justice et aider les juges à se prendre en charge repose sur le fait que les décisions de justice au Sénégal ont été traitées par des mêmes magistrats ou juges ailleurs sur des mêmes dossiers et les conclusions sont comme diamétralement opposées. Et il faut qu'on soit lucide. Non, moi personnellement j'ai dénoncé ce qui s'est passé parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un sans lui donner la possibilité de se défendre. On ne peut pas envoyer quelqu'un en prison en méprisant ses droits élémentaires, en méprisant son immunité. Pour vous, c'est une situation générale dans la justice sénégalaise. Vous savez, le mal de la justice sénégalaise repose sur le fait que sur les dossiers qui intéressent le président de la République, nous avons l'impression et le constat amer à faire qu'à ce moment-là, et dans ces cas précis, il n'y a pas de justice au Sénégal. Et ça, et comme le disait Wole Soyinka, un tigre ne proclame pas sa tigritude. Le tigre, il saute sur sa proie et la mort. Et de ce point de vue-là, chaque magistrat de ce pays, y compris les citoyens que nous sommes, nous devons tous batailler, être aux côtés des juges, parce que dans cette profession-là, vous le savez et nous le savons tous, il y a des Sénégalais honorables qui ne demandent qu'une seule chose, qu'on les libère et qu'on les mette dans des conditions pour qu'ils puissent arbitrer les différends entre les citoyens. Et de ce point de vue-là, on ne saurait construire un État, un pays, une démocratie et un pays développé si la justice ne retrouve pas ses habits d'or. Nous sommes tous à l'écoute du Conseil constitutionnel, en tout cas, qui dans les prochaines heures va publier la liste définitive des candidats à la présidentielle du 24 février. Et s'il n'y est pas finalement Khalifa Sall, avec qui vous étiez en alliance aux législatives de 2007 et qui est le candidat que vous soutenez dans la coalition Manko Taxawu Sénégal, pour parler exactement des législatives, s'il n'y est pas, doit-il donner une consigne de vote en faveur d'un des candidats retenus? Vous savez, Babacar, il est, de mon point de vue, indécent, à l'instant où nous sommes, de se projeter au-delà de la décision du Conseil constitutionnel.
Parce que il faut peut-être réfléchir en tant qu'entité politique sur toutes les hypothèses. On va revenir parce que il ne faudrait pas aujourd'hui que l'on laisse passer un instant l'idée selon laquelle que nous sommes dans des dispositions à accepter une injustice. Je l'ai dit tantôt, Khalifa Ababacar Sall, moi-même et beaucoup d'autres citoyens se sont mobilisés depuis très longtemps pour cette candidature. Parce que nous pensons que ce pays a besoin d'équilibre, que ce pays a besoin de justice, il a besoin d'un homme probe, de quelqu'un qui saura parler à tout le monde, apaiser le pays et le mettre en ordre et surtout dans la direction du développement. C'est ce combat-là qui nous intéresse. Si nous sommes arrivés à un instant où nous avons depuis plus de 4 années le sentiment que le droit n'est pas dit et que tout notre combat se résume à la présence de Khalifa Sall au niveau de l'élection présidentielle, comprenez-nous que nous refusons aujourd'hui, à l'instant où nous sommes, de nous prononcer sur autre chose que la présence de Khalifa Ababacar Sall à cette élection présidentielle. Et à l'endroit du Conseil constitutionnel, ils ont l'obligation, compte tenu qu'ils ont des enfants et certainement beaucoup de petits-enfants dans ce pays, et que Macky Sall n'est pas l'alpha et l'oméga de ce pays. Avant lui, il y a eu d'autres chefs d'État, et après lui, il y en aura d'autres, et nous serons tous là pour le constater. Et que de ce point de vue-là, cette majorité mécanique, parce que quelque part, on pense, comme il se dit, parce que là, il y a beaucoup de vases communicants dans ce pays, que pour la question du Conseil constitutionnel, il aurait dit quelque part que, j'en fais mon affaire. Et je pense que c'est cela qui fait mal. Il faut que les Sénégalais sachent qu'il y a des fonctions éminemment importantes dans ce pays. Je rappellerai ici la déclaration de Robert Badinter, ministre de la Justice française et ami de François Mitterrand. Lorsqu'il a été nommé au Conseil constitutionnel, il a dit à son ami président qu'il a maintenant un devoir d'ingratitude vis-à-vis de son ami. Parce qu'il pense que le Conseil constitutionnel est en réalité un contre-pouvoir. Un vrai contre-pouvoir contre tous les abus. Imaginez que demain, que ce pays s'embrase, que des gens meurent, que des maisons soient détruites, que des gens soient blessés. Nous le devrons simplement à la légèreté de cette personne ou d'une partie de ces 7 personnes qui n'ont pas su prendre la mesure de leurs responsabilités. En quoi le Conseil constitutionnel du Kenya ou d'ailleurs est plus honorable que le Conseil constitutionnel sénégalais? En quoi les juges d'ailleurs sont plus honorables que les juges ici? En quoi Robert Badinter est plus honorable que nos juges et ceux qui sont aux membres au niveau du Conseil constitutionnel? Vous demandez à ce que toutes les forces d'opposition fassent face à ce que vous appelez les dérives de Macky Sall, le président de la République sortant, qui prévient qu'il ne laissera personne troubler l'ordre public. Il a répété en fin de semaine. Mais je crois que, vous savez, il a 2 armes, Macky Sall. 2 armes. C'est la corruption, vous voyez comment ça se passe dans ce pays, et le règne de la terreur. Mais je dois lui dire simplement que ça ne passera pas. Il y aura des Sénégalais qui ne pourront ni acheter et qui n'ont pas peur de lui. Et nous nous connaissons tous dans ce pays. Je crois que ça ne sert à rien de menacer les gens, parce que le temps où les gens auraient pu avoir peur de qui que ce soit, ce temps-là, il est révolu. Et il devra, face à la collectivité nationale et devant les élites de ce pays et à la communauté internationale, porter sur sa tête la responsabilité de toutes les dérives. Et des dérives, il va y en avoir. Il va en avoir beaucoup en avoir. Beaucoup de violences vont venir, beaucoup d'instabilités vont venir. Et ça, il ne faut que personne pense que c'est ceux-là qui se battent dans la rue qui l'ont amené. C'est Macky Sall qui l'a construit depuis 7 ans. D'abord avec son fichier électoral tronqué. D'abord avec l'acharnement sur les acteurs politiques. D'abord avec le fait de vouloir installer un parrainage unique. D'abord avec le fait d'instrumentaliser la justice et le législatif à des fins purement politiques. Et de ce point de vue-là, résister, c'est ça qui est conforme à la Constitution. Se battre, c'est ça qui est conforme avec la Constitution. Vous parlez de corruption à l'instant. Votre commentaire sur l'affaire des 94 milliards entre Ousmane Sonko et Mamour Diallo, le directeur des domaines, accusation contre accusation. Vous avez suivi cette affaire peut-être. Quelle est votre foi sur le sujet?
moi, j'ai le sentiment fondamentalement que ce pays est profondément corrompu. Et que le nid de la corruption se trouve à la présidence de la République. Parce que Serigne Touba disait que accroche-toi à un homme droit et tu seras géré de manière droite. Et de ce point de vue-là, si le président de la République protège ses partisans, si le président de la République est capable de justifier sa richesse sur de l'argent public que Maître Abdoulaye Wade a dit qu'il ne lui a pas donné, si le président de la République est capable aujourd'hui d'être le réceptacle de tous les transhumants qui ont foutu ce pays en l'air, excusez-moi du terme, je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui. Les affaires de corruption ne sont pas encore connues. Vous ne répondez pas directement à la question. Je vais venir. Je pose simplement... Les 94 milliards. Je pose simplement l'espace avant de revenir sur cette question-là. Vous savez, je ne suis pas au cœur de l'affaire. Mais moi, je suis soucié de l'argent public. Croyez-vous qu'un président, moi plus qu'un président de la République, qui a l'obligation de directement s'intéresser à cette question-là, si moi j'étais président de la République, quelqu'un qui aurait pris 100 francs du Sénégal, il me verra devant lui. Il n'y a que sous Macky Sall que l'on peut annoncer des accusations de plus de 94 milliards de nos francs et que ça ne le fait pas bouger. Et que certains parmi ses partisans soient accusés de plus de 29 milliards, ça ne le fait pas bouger. J'espère. Encore qu'il faut vraiment des éléments pour étayer l'accusation. Babacar, nous sommes tous des responsables. Je ne pense pas qu'Ousmane Sonko soit quelqu'un d'irresponsable. Même une allusion à de la corruption. Est-ce que cette posture-là est la bonne? Tout ce que dit le pouvoir, c'est faux. Tout ce qu'un opposant dit, c'est vrai. Mais non, on n'est pas là. On n'en est pas là. C'est vous qui m'avez interpellé sur de l'argent public. Mettons la politique de côté. Trouvez-vous normal en tant que journaliste que 94 milliards soient flottants comme ça? C'est ça la question de fond. Trouvez-vous normal qu'un président de la République dans un pays où il disait gestion sobre et vertueuse puisse être à fond quand on parle de 94 milliards, vrai ou faux, frauduleusement dérobés? Trouvez-vous cela normal? Et on pense qu'il faudrait que les citoyens ordinaires et les autres de la périphérie se positionnent sur la question. Non! Cela montre la qualité de la gouvernance dans notre pays. Qu'est-ce qui intéresse Macky Sall? Est-ce que c'est la reddition des comptes? Est-ce la gestion sobre et vertueuse? Ou c'est simplement c'est ça la réalité. Au-delà de la question d'Ousmane Sonko et de Mamour Diallo, ou Ousmane Diallo ou Mamour Diallo, la question de fond, c'est que dans la République du Sénégal, sous l'ère Macky Sall, des accusations graves d'une presse de près de 100 milliards sont sur la tête de 2 acteurs de ce pays. Et le président de la République ne bouge pas. Et aucune institution ne bouge. Ni l'Assemblée nationale, c'est la justice qui devrait peut-être ni l'Assemblée nationale, ni le procureur de la République. Mais c'est le président de la République qui est le garant de nos institutions. Moi, président de la République, je vous l'ai dit, 100 francs, je ne le pardonnerai pas à quelqu'un. Quand j'ai été à la ville de Saint-Louis, j'ai été capable de poursuivre un Français parce qu'il avait dérobé quelques barres de fer au niveau du pont Faidherbe et il a atterri en prison. Alors qu'on ne nous parle pas de Mamour Diallo ou de Ousmane Sonko. Le problème, c'est que nous avons un président qui pose problème et qui trouve normal, légitime, qu'il puisse lui-même s'enrichir sur de l'argent public. Ah bon? Comment? Ah oui. Parce qu'il a dit que son argent, c'est Abdoulaye Wade qui le lui a donné. Vous pensez qu'un président de la sorte soit crédible pour un pays? Vous pensez qu'on peut construire de la transparence, de la régularité ou de la reddition des comptes dans un tel système? Voici le problème. Et si vous voyez que je dis que la présence de Macky Sall au sommet de l'État est un danger pour ce pays, parce que demain, nous aurons énormément de problèmes pour avoir une redistribution équitable des ressources. Demain, et aujourd'hui même, nous allons avoir énormément de problèmes pour faire avec nos entreprises intérieures, avec nos capitaines d'industrie, pour en faire les véritables promoteurs de notre économie nationale. Et c'est ça la question de fond. Si quelqu'un est capable d'être aussi léger avec de l'argent public et par devers le marché, aller s'acharner sur Khalifa Ababacar Sall pour des faits dont l'État est coutumier, parce qu'aujourd'hui, et chaque année depuis très longtemps... Ce qui ne justifie pas la légalité de... Non, il ne s'agit pas aujourd'hui. Khalifa Sall n'est pas coupable. Et je vous le dis, ce qui se passe,
c'est que l'État du Sénégal, chaque année, dépense 200 milliards pour le salaire des enseignants. Et il le fait passer pour de l'investissement. Gérer toute personne qui a été responsable quelque part, écoutez, mais il n'y a pas très longtemps, ça a été décrié, on parle de 2 milliards qui a été donné à la CAF. Vous pensez qu'à l'Assemblée nationale, cela a été budgétisé? Non, ils vont essayer de le rattraper dans une loi de finances rectificative. Quelqu'un a soutenu le contraire sur cette antenne que ça a été bien dans le budget 2019 du Sénégal. Écoutez, ce qu'il faut remarquer, c'est que quand on vous demande de gérer un État, on vous demande en même temps de gérer les imprévus, de gérer ce que le budget ne peut pas prendre en charge. Vous devrez faire face à des dépenses que vous ne pouvez pas prévoir et vous assumez l'essentiel, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enrichissement personnel ou d'enrichissement d'un tiers sur le dos des deniers publics. Et c'est ça qui est important. Malheureusement, avec Macky Sall, on ne l'a pas. Cher Bamba Dièye, merci d'être passé devant le grand jury